Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire GRISB de l'année 2025. Vous le savez peut-être en début d'année, c'est la tradition maintenant. L'idée, c'est de faire déjà un premier bilan de l'année qui vient de s'écouler, de 2024 en l'occurrence, et puis de se projeter ensemble, de voir quelles sont les stratégies d'investissement à adopter pour l'année 2025. Nous avons la chance pour cela d'être accompagnés aujourd'hui par trois brillants représentants de sociétés de gestion de premier plan. Je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir déjà accepté notre invitation. Et je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Si Axel, tu veux bien commencer? Bonjour à tous, bonjour Maxime, merci pour l'invitation. Donc Axel Pinon, je suis représentante de la gestion Carmignac. Alors Carmignac, c'est une société indépendante, entrepreneuriale, fondée en 1989 par Édouard Carmignac, qui préside toujours la société. Chez Carmignac, on gère 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion et on a un seul métier qui est celui de gérer activement l'épargne de nos clients. On a 25 stratégies d'investissement en actions, obligations, également en fonds diversifiés et en fonds alternatifs. Parfait. Merci beaucoup, Axel. Vladimir, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire avec GRISB. Alors, je représente moi la gestion de Natixis Investment Manager. Natixis, vous avez dû en entendre un peu plus parler ces derniers temps dans les médias avec le projet de fusion avec Generali pour faire un leader européen. Donc voilà, on gère beaucoup de milliards, Natixis gère 1300 et on devrait gérer avec Generali 1900. Mais le plus important, voilà, c'est qu'on gère des stratégies un petit peu partout dans le monde. On représente différents marchés qui peuvent vous intéresser, les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Et notre métier au quotidien, c'est de créer des solutions d'investissement qui soient adéquats par rapport aux risques que vous voulez prendre sur les actions, sur les obligations, en Europe, aux États-Unis. Et ça, ce sera justement, je pense, les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec Maxime. Merci, Vladimir. Quentin, je te laisse la parole. Oui, merci Maxime. Bonsoir tout le monde. Quentin Sadjeski, moi je suis directeur des partenariats chez Mata Capital. Mata Capital, nous on est une société de gestion immobilière, société créée en 2015, société très entrepreneuriale. On est 70 dans 3 grands bureaux, Paris, Lyon et Hambourg, et on gère un peu plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui sur des stratégies immobilières à forte création de valeur, plutôt à destination de clients institutionnels. Et on commence maintenant à s'adresser aux clients privés. Merci à tous les trois. Avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voulais partager déjà le bilan, un bilan rapide de l'année 2024 au niveau de notre cabinet GRISB Gestion Privée. On a réalisé une collecte au niveau du cabinet de 40 millions d'euros, donc on est très content de cette collecte. Et puis d'ailleurs, ça nous permet de dépasser aujourd'hui un encours sous gestion de 180 millions d'euros. On a eu la chance et la joie d'accueillir deux nouvelles conseillères en gestion de patrimoine au sein du cabinet, Pauline au début de l'année 2024 et Léane qui vient tout juste de nous rejoindre en ce début d'année 2025. Et donc, on est plus que jamais à vos côtés justement pour vous accompagner dans vos démarches d'optimisation fiscale et patrimoniale. On sera une joie justement de répondre à vos besoins en ce sens. Deux mots sur l'année qui vient de s'écouler. On développera ces sujets bien évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté une année 2024 contrastée entre l'Europe et les États-Unis avec des performances boursières très très différentes. On y reviendra. 2024 a été remarquable aussi à travers les premières baisses de taux directeurs des banques centrales. C'était prévu, ça s'est confirmé à un rythme peut-être un peu différent de ce qui était prévu, mais en tout cas on a constaté ça. Et après quelques petites années de hausse extrêmement rapide, donc ça c'était remarquable. Et puis évidemment l'arrivée de Trump, l'élection de Trump en fin d'année. Voilà, fait marquant de l'année 2024. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils nous éclairent sur ce bilan et après bien évidemment sur les prévisions, les projections 2025. Axel, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu démarres en nous partageant le bilan 2024. Alors c'est une année qui a été encore une fois exceptionnelle pour les investisseurs actions américains. L'indice phare américain, le S&P 500, est monté de 23%,
alors qu'il était déjà monté de 24% en 2023. Alors derrière cette performance exceptionnelle des États-Unis, il y a de nombreux facteurs, une croissance économique extrêmement solide, une baisse de l'inflation, un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, des résultats d'entreprises robustes et bien sûr un engouement marqué pour l'intelligence artificielle et un enthousiasme autour du retour de Trump à la Maison-Blanche. Si on regarde dans les détails, ce qu'on voit, c'est que par contre, il y a 7 valeurs qui sont responsables de plus de 50% de la hausse du S&P 500. Ces 7 valeurs, c'est celles qu'on appelle les 7 magnifiques, les Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. Et si elles représentent 50% de la hausse, c'est pas une surprise, c'est parce qu'elles représentent aussi 75% de la croissance des bénéfices du S&P 500 en 2024. Donc la envolée boursière de ces 7 magnifiques est justifiée par une envolée de leurs bénéfices. Donc ça a été exceptionnel d'un point de vue action aux États-Unis. Et si on regarde maintenant les taux d'intérêt, comme l'a dit Maxime, on a entamé un cycle de baisse des taux d'intérêt et malheureusement, ça ne s'est pas reflété de manière positive sur le marché obligataire américain qui a été extrêmement volatile avec des performances contrastées parce que même si on anticipait des baisses de taux d'intérêt, l'inflation est toujours là et par période est revenue inquiéter les investisseurs. Et on parle d'exceptionnalisme américain parce qu'au-delà, les performances ont été moins brillantes. Et là-dessus, je vais laisser Vladimir en parler un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Merci Axel, effectivement, pour ce premier focus sur les États-Unis. Vladimir, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les écarts constatés justement en 2024 entre les US et l'Europe? Alors c'est vrai qu'en termes de performance, alors en absolu en Europe, on a fait une bonne année, plus 6%, on peut dire qu'on est content, mais c'est sûr que quand on compare nos amis les Américains, on se dit on aurait mieux fait d'investir aux États-Unis. Et ce que j'ai voulu montrer à travers ce slide, qui est honnêtement pas très beau, mais qui représente un peu, c'est que si on regarde l'année 2024, l'écart était important. Mais ce que je veux vous montrer là, en fait, c'est l'écart en fait qui s'est creusé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi en fait on a ce décalage de performance entre l'Europe et les États-Unis, non pas que cette année, mais en fait depuis plus de 10 ans. En fait, on voit sur ce slide, alors les chiffres ne sont pas très précis en bas, mais entre 99 grosso modo et 2010, l'investissement privé en Europe et aux États-Unis était le même. Et donc, il y avait des investissements assez forts de la part des deux continents. Et à partir de 2010, il y a eu un écart qui a commencé à se creuser entre l'Europe et les États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis ont massivement investi dans leur économie, alors que l'Europe, elle, a beaucoup moins investi. Et en fait, ça se ressent aujourd'hui, puisque les investissements qui ont été faits avant se ressentent aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on est un peu à la peine en Europe. C'est-à-dire que d'un point de vue investissement, on est très en retard par rapport aux États-Unis. Ça a pu permettre, et Axel en a parlé, de développer, par exemple, les nouvelles technologies, secteur sur lequel nous, on est assez peu investi et assez peu représenté en Europe. Pareil pour les réseaux sociaux. Les États-Unis ont Facebook, Instagram, etc. Nous, aujourd'hui, on n'a quasiment rien. Mais ça explique aussi par comment l'Europe fonctionne par rapport aux États-Unis. L'Europe, c'est 27 pays qui ont chacun leur manière de fonctionner différemment. Les États-Unis, c'est un pays fédéral qui fonctionne, entre guillemets, à l'unisson. Et ce qui nous a coûté, entre guillemets, ces dernières années, c'est également les crises énergétiques et la crise en Ukraine-Russie qui est un peu liée. Et donc ça veut dire que la croissance qui peut venir des Européens eux-mêmes a fortement baissé par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, si on prend notre portefeuille, ce qu'il y a sur notre compte en banque, tout a coûté plus cher avec l'inflation, mais ça, les Américains, c'était pareil. Mais en revanche, ce qui a coûté plus cher aujourd'hui, c'est l'énergie. Le fait qu'il y ait une guerre en Ukraine, en Russie, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, ça nous freine un peu à aller investir. Le fait qu'on ait des défis politiques importants, que ce soit en Europe ou également en Allemagne, ça ne nous apporte pas beaucoup de visibilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écart se fait parce qu'on a un taux d'épargne qui est beaucoup plus élevé en Europe par rapport aux États-Unis. Et le fait d'avoir un taux d'épargne très élevé en Europe, ça veut dire que cette épargne, on le garde chez nous, mais on n'investit pas. Et le fait d'investir, le fait que les Américains investissent énormément sur le marché, ça porte les entreprises et les performances financières. Et je remontre un slide aussi moche que celui d'avant. Vous allez vite comprendre comment il fonctionne. Je voulais juste vous montrer cet écart d'investissement, quel impact il a sur des secteurs aujourd'hui qui sont essentiels. Les semi-conducteurs, vous devez en entendre parler tous les jours, c'est ce qui va permettre à l'intelligence artificielle de se développer. Et on voit en fait que sur les dernières années, donc ce qu'il faut regarder, c'est que l'Europe est représentée par les petits traits noirs. Donc vous voyez tout à gauche qu'il y a des traits verts, des traits noirs, des traits gris et des traits violets.
Les traits verts, c'est les États-Unis, les traits violets, c'est l'Asie. Et les traits noirs, c'est l'Europe. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, donc tout à droite, les traits noirs se sont effacés. Et ça représente les ventes de semi-conducteurs dans le monde. L'Europe a disparu du jeu. L'Europe ne vend plus un semi-conducteur aujourd'hui. Le marché a été totalement pris par les États-Unis et les Asiatiques. C'est-à-dire que dans la révolution qu'on connaît, et on en reparlera en fin de présentation, de l'intelligence artificielle, le manque d'investissement en Europe se paye aujourd'hui d'être un peu hors du jeu sur des secteurs qui sont hyper importants comme les semi-conducteurs. Donc voilà, ce n'est pas un panorama très beau que je vous livre là, mais c'est la réalité. C'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, on est en décalage. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est un exemple qui est l'Allemagne. L'Allemagne qui est la plus grande économie mondiale en Europe, qui aujourd'hui a la peine, qui souffre de sa dépendance au marché chinois, qui souffre de son côté très industriel. Et donc, le fait d'être très industriel et d'avoir des capacités de production très fortes, eh ben, on est dépendant des taux d'intérêt. Et on a connu des taux d'intérêt très élevés. Et ça a beaucoup pesé sur l'Allemagne. Également, sa dépendance au gaz russe qui a beaucoup pesé. Donc voilà, pour finir sur une note un peu plus positive, peut-être pour conclure, donc il y a un décalage important entre les États-Unis et l'Europe. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Problème de production, problème de taux d'intérêt, problème de réglementation et de peu d'investissement parmi les 27 pays européens, de guerre en Ukraine, et également un sujet sur les taux d'intérêt. Pour être sur la partie positive, si l'Europe est amenée à baisser ses taux d'intérêt, ça pourrait relancer des économies comme l'Allemagne et donc porter certaines sociétés en Europe pour les prochaines années. Merci Vladimir et Axel pour ce premier bilan sur les États-Unis et puis l'écart avec l'Europe. Ce qui nous intéresse maintenant, effectivement, c'est Quentin, sur le secteur immobilier, quel bilan tires-tu de l'année qui vient de s'écouler? Oui, alors nous, sur le secteur immobilier, on sort d'une période de crise importante de 18-24 mois qui a été particulièrement intense. Le graphique que vous avez et qui s'affiche, il est à mes yeux extrêmement intéressant parce qu'il illustre parfaitement ce qu'on a pu vivre sur ce marché-là. Et on a du mal à s'imaginer quand on est en dehors du marché immobilier, la puissance et l'importance des décotes qui ont eu lieu et surtout le laps de temps sur lequel ça s'est matérialisé. Le graphe, en fait, il représente quelque chose de très simple, c'est la valeur vénale des actifs prime de 90 à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le prix d'un bureau dans le quartier central des affaires de Paris des années 90 à aujourd'hui, année après année. Et donc, on suit cette évolution du prix avec les petits points qui représentent les loyers, le montant des loyers pour ce même bureau. Alors, pourquoi on prend cette classe d'actifs bureau dans le quartier central des affaires de Paris? Parce que c'est pour nous, en immobilier professionnel, la valeur étalon par rapport à laquelle toutes les autres classes d'actifs vont se positionner et s'ajuster. Donc, ça nous permet d'avoir une vue sur le marché immobilier qui est très juste. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces 18 derniers mois? On voit qu'on a eu des décotes de l'ordre de 35 à 40% sur ces actifs-là. Des cotes qu'on n'avait jamais connues auparavant. Il faut remonter à la crise des années 90 pour avoir des décotes aussi importantes, sachant que lors des années 90, on était sur une crise de suroffre, une crise structurelle, donc avec un marché immobilier qui s'est repositionné année après année et des décotes de 35-40% qui ont eu lieu et qui se sont matérialisées sur 4-5 ans, là où nous, on a connu ça en 18-24 mois lors de 2023-2024. À quoi elle est liée cette crise? Elle est liée à l'augmentation spectaculaire du niveau des taux d'intérêt, sachant que ces taux d'intérêt sont très corrélés au marché immobilier. Je caricature un peu, mais quand le taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque centrale augmente, vous avez de l'argent qui est mieux rémunéré pour vous, investisseurs, et une prime de risque qui va diminuer sur l'immobilier. La prime de risque, en fait, c'est l'intérêt que vous avez à venir sur de l'immobilier versus un placement à capital garanti dans votre banque avec le livret A qui peut augmenter. Dans ces cas-là, quand cette prime de risque, elle diminue, vous avez deux options pour qu'elle se rematérialise à nouveau. Soit les loyers augmentent pour que pour un même prix, vous ayez une rentabilité plus importante, soit les prix baissent pour que pour un même loyer, vous ayez une rentabilité plus importante. Et mécaniquement, ça ne pouvait pas se faire par les loyers, donc ça s'est fait par les prix. Et c'est ce qui a amené à cette chute du marché qui a été extrêmement importante.
Pour vous donner un panorama très rapide, on a vu des moins 35, moins 40 sur le bureau, moins 25% en moyenne sur le commerce. Le résidentiel, c'est une classe d'actifs qui a été un peu plus protégée. On est plutôt sur un moins 10, moins 15%. Alors nous, on est beaucoup sur la partie résidentielle promoteur, hein, mais le résidentiel, c'est un marché qui est tenu principalement par des particuliers. Donc on voit souvent plutôt le nombre de transactions chuter plutôt que les prix, puisque les particuliers, quand ils ne peuvent pas bouger, ils ne vendent pas, à l'inverse du marché professionnel. Mais donc voilà, on est à nos yeux sur un point bas aujourd'hui, avec de belles perspectives qu'on va aborder ensuite et des conditions de marché qui sont extrêmement favorables pour des acteurs qui ont des liquidités. Merci beaucoup, Quentin. Merci à tous les trois pour ce bilan de l'année 2024. Là, l'idée, c'est maintenant de se projeter en 2025. On va partir avec toi, Axel, aux États-Unis. On va repartir aux États-Unis pour se projeter. Axel, selon toi, selon Carmignac, quelles sont les prévisions, quelles seraient les prévisions 2025 concernant les US? La grande question, c'est de savoir si cet exceptionnalisme américain peut se maintenir. Trump vient de reprendre les rênes d'une économie américaine qui est en forte croissance, hein. Quand on regarde la croissance, on est à 2,5% et avec une inflation qui a fortement diminué grâce à des gains de productivité. Mais ce qui est important, c'est que la situation des États-Unis, quand Trump a été élu en 2024, n'est pas celle que lorsqu'il a été élu en 2016. Et donc, on risque de ne pas avoir les mêmes effets que lors de son élection en 2016. Ce qu'on voit, c'est que les niveaux de croissance, les niveaux de déficit ne sont pas les mêmes, ni même les niveaux d'inflation. Et donc, ce qui va être important pour 2025, c'est deux facteurs à surveiller. Le premier, c'est la trajectoire du déficit public. Les États-Unis ont terminé l'année à un déficit d'environ 6,5% du PIB, donc un niveau qui n'est pas soutenable. Et il y a un deuxième élément qui est très important pour la croissance américaine, c'est les valorisations des marchés actions et immobiliers. Ce qu'on voit, c'est que les valorisations des marchés actions, et on va y revenir, sont élevées. Et ça a permis d'être un moteur clé pour la consommation des Américains à travers les effets richesses, puisque les Américains sont fortement investis dans les marchés actions. Donc, il va falloir regarder ces déficits et les valorisations des marchés actions et immobiliers. Et pour ces deux variables, ce qui va être clé, c'est le niveau des taux d'intérêt. Donc, si on regarde plus précisément ce que Trump devrait faire, il devrait chercher à maintenir ce niveau de croissance élevé, donc autour de 2,5%, sans risquer une envolée de l'inflation. Et c'est un équilibre périlleux parce que quand on regarde le programme de Trump, d'un côté, on a des mesures qui sont pro-croissance. Il veut baisser les impôts, il veut déréglementer massivement, il veut entraîner une baisse des prix de l'énergie. Mais de l'autre côté, il a également des mesures qui, elles, sont pro-inflation. Baisser l'immigration, c'est baisser le nombre de salariés et donc mettre plus de pression sur les salaires. Augmenter les tarifs douaniers, c'est créer également plus d'inflation pour les États-Unis. Et donc, il va devoir trouver le juste équilibre pour maintenir une croissance élevée sans trop d'inflation et maintenir ainsi l'économie américaine à flot pour une nouvelle année d'exceptionnalisme américain. Alors, maintenant, la question, c'est comment ça se traduit au niveau boursier. Les marchés américains devraient être plus volatiles sous l'ère Trump qu'ils n'ont été sur les 2 dernières années, mais globalement, l'environnement devrait rester vraiment favorable à l'investissement action, en particulier aux États-Unis. Parce que je l'ai dit, la croissance reste solide, les marges des entreprises restent élevées et dans l'ensemble, les politiques de Trump, elles restent extrêmement pro-business. Cependant, je l'ai montré, les niveaux des valorisations actuelles aux États-Unis intègrent déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Il va donc falloir adopter une approche beaucoup plus sélective sur le marché actions, en se reposant notamment sur la gestion active et en évaluant titre par titre, de manière individuelle, si le niveau de valorisation est justifié par le niveau de bénéfice. Et c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, dans notre fonds Action International, Carmignac Investissement, qui vient de célébrer ses 35 ans, et dont le mandat, c'est d'investir dans des entreprises qui, à travers le monde, créent de la valeur grâce à l'innovation, à la technologie ou à une offre de produits assez unique. Et quand on va rechercher cette croissance, on va essayer d'avoir un prix raisonnable, et il en existe encore des valeurs de croissance à une valorisation raisonnable aux États-Unis, et c'est tout notre mandat. Merci Axel pour ces éléments.
Vladimir, côté Natixis, est-ce qu'on est aligné avec la vision de Carmignac et est-ce que tu peux nous apporter des compléments, s'il te plaît? On est totalement d'accord avec Carmignac. Déjà, d'un point de vue de gestion d'actifs, je pense que c'est aujourd'hui, et j'ai essayé de le montrer juste avant, c'est, on va dire, obligatoire d'avoir une exposition au marché américain. Le marché américain aujourd'hui, pour rappeler, hein, c'est quasiment 30% du PIB mondial. La France, c'est 3%. Donc aujourd'hui, dans une allocation, il nous semble tout à fait juste d'augmenter son exposition au marché américain. Ce qui est sûr, c'est que le mandat de Trump va apporter beaucoup de volatilité, de la volatilité avec ses tweets, de la volatilité entre ce qu'il a promis de faire et ce qu'il va réellement faire, parce que pour l'instant, il a promis le rêve, hein, moins d'impôts sur les sociétés, moins d'immigration. Après, est-ce qu'il va réellement réussir à faire tout ça ou est-ce que c'est plutôt des effets d'annonce? Ça, c'est ce qu'on va voir l'année prochaine. Moi, ce que je voulais juste montrer, ce sont des chiffres de manière très factuelle. Alors, encore une fois, j'ai fait des très beaux slides. C'est la croissance des bénéfices par action, c'est-à-dire la rentabilité des entreprises. Est-ce que quand je vais investir aux États-Unis, j'ai une croissance de mes bénéfices par action? Comment la comparer par rapport aux autres indices? Donc, si vous regardez tout à gauche, eh ben, on voit qu'aux États-Unis, en 2025, c'est autour de 15. C'était 9,9 l'année dernière, donc c'est en augmentation. Et on voit tout à droite, c'est le Nasdaq. Donc, c'était 51 en 2024. Donc, on a vu une explosion des croissances des bénéfices par action, notamment dans le secteur de la technologie. Et c'est de 25 l'année prochaine. Et on voit qu'en Europe, on était légèrement négatif l'année dernière et on va être autour de 7,25. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, si j'ai 100 € à investir, bah, moi, j'ai plutôt tendance à aller investir cet argent-là aux États-Unis où je vais l'investir dans des entreprises qui ont des croissances des bénéfices largement supérieures. Maintenant, la question qui revient, c'est le prix. Combien je paye cette croissance-là? Parce que je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'une Twingo, c'est mieux qu'une Ferrari. Mais si je vous vends une Ferrari 1 million d'euros, je ne suis pas sûr que vous l'achetiez. Et donc ça, c'est en effet tout le travail de notre gestion, c'est d'évaluer titre par titre. Est-ce qu'il y a des sociétés qu'on surpaye? Est-ce qu'on paye trop cher Nvidia? Est-ce qu'on paye trop cher Amazon? Est-ce qu'on paye trop cher Tesla? Ou en fait, est-ce que Nvidia, malgré l'énorme performance qu'elle a fait, en fait, participe à une révolution de l'intelligence artificielle qui est telle que ses parts de marché, même si elles sont importantes aujourd'hui, vont continuer à augmenter et donc elles ne coûtent pas si cher. Et c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui de faire confiance à des gestionnaires de fonds qui vont avoir ce regard extérieur, qui vont bien comprendre les entreprises, bien comprendre les révolutions pour faire le bon choix d'investissement. Pour faire simple, on est très positif sur le marché. On parle que des actions, je crois qu'on viendra après sur les obligations, mais sur le marché actions, on est très positif sur le marché américain. On est stable sur le marché européen. Le marché européen a un potentiel si les taux baissent, mais c'est vrai qu'on est très, on va dire, on est très dépendant des résultats électoraux, on va dire, en Allemagne, très dépendant de si le gouvernement Bayrou va tenir ou pas en France, très dépendant de si on arrive à trouver une solution en guerre en Ukraine. Donc voilà, on est très dépendant. Donc si aujourd'hui on me donne 100 €, j'investis plus de la moitié aux États-Unis et le reste, je le divise entre l'Europe et un tout petit peu la Chine, mais on reste assez négatif également sur la Chine. Merci Vladimir. Donc tu commences à effectivement évoquer les écarts entre les US et la France et en matière d'investissement à privilégier. Que dire de l'Europe côté Carmignac pour toi, Axel? Bah, si on regarde l'investissement action, pareil, on va être très sélectif. Si on regarde le contexte, la zone euro devrait poursuivre en 2025 une trajectoire de croissance stable par rapport à l'année dernière, autour de 0,8%. La zone euro devrait bénéficier des gains de pouvoir d'achat du consommateur issus de la désinflation et de la baisse des taux de la Banque centrale européenne. Mais il faut bien garder en tête en zone euro les fortes disparités entre les pays. D'un côté, on a le cœur franco-allemand qui est plutôt en panne et par contre, on a une périphérie avec Espagne, Italie qui est, elle, plutôt dynamique. Alors, on peut avoir, comme l'a dit Vladimir, des bonnes nouvelles, notamment grâce à la clarification de la politique allemande, qu'il y aura des élections en février et qui peuvent offrir un potentiel de stimulation budgétaire. En Europe, en France, on est plutôt dans une impasse, que ce soit budgétaire ou politique. Donc là, on a moins d'espoir d'un moteur français. Et quand on pense à l'arrivée de Trump, on a vu beaucoup de grands titres en disant que c'était très négatif pour l'Europe.
Ça pourrait aussi, on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire que ça va être un électrochoc qui va réveiller l'Europe en la forçant à avancer vers plus de dettes en commun et pourquoi pas ressortir le rapport que monsieur Draghi a fait il y a quelques mois, pour, redonner de la compétitivité à l'Union européenne. Et ce qui est pas négligé non plus, ça serait un rebond de la croissance chinoise qui pourrait aussi être une bonne nouvelle pour l'Europe. Donc concrètement, comment ça se traduit en termes d'investissement? Si on regarde les actifs européens, on voit vraiment un excès de pessimisme de la part des investisseurs. On le voit sur des valeurs actions de qualité, des valeurs qui sont pourtant de forte croissance, peu exposées au cycle. Si on compare par exemple une entreprise comme Safran qui fait les moteurs d'avion à son concurrent direct qui fait exactement la même chose aux États-Unis et qui s'appelle General Electric, et ben on voit qu'il y a une très forte décote pour Safran par rapport à General Electric. On le voit aussi sur des modèles similaires dans la santé, dans la consommation. Donc il y a un vrai excès de pessimisme et donc c'est notre métier en tant que gérant actif d'aller chercher ces valeurs qui sont décotées et qui souffrent d'un pessimisme injustifié en Europe. Mais on voit aussi cet excès de pessimisme sur l'euro. On a eu une dépréciation de presque 10% de l'euro par rapport au dollar qui traite bien en dessous maintenant de ses fondamentaux. Mais il y a une classe d'actifs qu'on aime beaucoup en Europe, c'est celle du crédit. Dans le crédit, les rendements restent extrêmement attractifs et ce qui est intéressant en tant que gérant, c'est qu'on voit une dispersion qui est très très élevée au sein de l'univers crédit. Donc le crédit, c'est les emprunts émis par les entreprises. Et ça offre beaucoup de poches de valeur en Europe. Et notamment, on est très optimiste sur des secteurs que sont typiquement les services pétroliers, les services énergétiques ou les services financiers. Et c'est dans des produits comme les fonds à échéance, que vous avez peut-être sûrement entendu parler, qu'on peut saisir de ce type d'opportunités parce que c'est des produits de placement qui offrent des portefeuilles extrêmement diversifiés, investis en obligations d'entreprise et qui ont l'avantage pour les porteurs d'offrir de la visibilité sur la performance potentielle délivrée à leur terme et donc de bénéficier de ces poches de valeur européennes au sein du crédit des entreprises. Merci. Axel, tu veux compléter peut-être Vladimir, notamment sur le marché obligataire, effectivement? Oui, donc pour revenir, donc nous on est voilà, on est assez positif sur le marché action avec des fonds comme Loomis. Et peut-être pour donner quelques exemples, c'est vrai qu'on peut penser que tout est cher sur le marché américain. Je peux vous donner 2 exemples de sociétés qu'on a achetées cette année que personne ne veut acheter, absolument personne, qui sont pourtant des belles sociétés de croissance, qui sont leaders sur leur marché, que tout le monde utilise et qui font entre moins 50 et moins 70% l'année dernière et que nous, on a décidé d'acheter. Donc, tout n'est pas cher aux États-Unis. C'est Boeing. C'est vrai que ça fait pas rêver, mais nous, on est assez confiants sur le titre à long terme. Également Nike, qui a fortement baissé. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire que la gestion active a beaucoup à faire dans ce marché-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui montent, mais il y a aussi beaucoup de titres qui baissent. Et c'est important, justement, de faire confiance aux gérants d'actifs pour aller sélectionner les belles entreprises. Pour ce qui est du marché obligataire, nous on se concentre sur le marché européen. Donc, on parle beaucoup de la baisse des taux d'intérêt. C'est vrai que la baisse des taux d'intérêt est en marche. En revanche, les taux d'intérêt restent assez élevés pour l'instant. Et donc, nous ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt tendance à pousser les investisseurs à aller sur 1-3 ans, c'est-à-dire sur de la dette corporate, donc de la dette d'entreprise européenne, qui prête entre 1 et 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive à sortir des rendements qui sont supérieurs, qui sont autour de 4,1%. Ça nous semble aujourd'hui un peu trop risqué d'aller plus loin en termes de duration, donc d'aller prêter sur des 5, 7, 7, 10, parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité et le rendement que vous allez avoir en plus n'est pas significativement supérieur. Donc, nous, le message qu'on donne, c'est que les taux d'intérêt vont baisser en Europe, quoi qu'il arrive. L'Europe doit baisser ses taux d'intérêt et va les baisser fortement cette année. Et donc, tout ce qui est sur vos livrets A, sur les fonds monétaires, sur les fonds très court terme, le rendement va baisser. C'est-à-dire que si vous aviez 100, ça ne va pas devenir 99, mais au lieu que ça devienne 104, ça va peut-être devenir 102. Et donc, c'est sûr que 102 euros, c'est-à-dire que le gain de 2 euros l'année prochaine, il n'est pas extraordinaire. Et donc, ce qu'on a plutôt tendance à vous dire, c'est voilà, sortez des monétaires, des livrets A, et allez plutôt sur des fonds obligataires. Nous, ce qu'on recommande, c'est 1-3 ans pour continuer à aller chercher du rendement qui est autour de 4,1% aujourd'hui sur ce type de stratégie-là. Et ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, il y a de la volatilité. On l'a vu en début d'année, il y a de la volatilité sur les taux d'intérêt. Donc, si vous voulez prendre de risques, autant aller sur les actions. Vous serez largement mieux rémunéré. Sur l'obligataire, plutôt du 1-3 ans, sur la dette européenne. Et on ne fait pas de dette, parce que j'ai souvent la question sur la France ou sur l'Allemagne, on ne fait pas ça. On a parlé des US, on a parlé de l'Europe à travers les investissements
en actions et les éventuelles opportunités sur le marché obligataire. Effectivement, en termes de secteur d'activité, quels seraient selon vous le ou les secteurs d'activité à privilégier? Clairement, le secteur des nouvelles technologies est un secteur qui nous intéresse énormément. Il y a une révolution qui est en train de se passer. On a eu la révolution des téléphones portables, on a eu la révolution des logiciels, on a eu la révolution de l'électrique, maintenant on a la révolution de l'IA. Ça va toucher toute notre économie, ça l'a déjà fait, ça va continuer à le faire. On a vu hier sortir un potentiel concurrent d'OpenAI, DeepSeek en Chine. Et c'est là où on voit aussi tout l'intérêt des marchés. Les marchés, c'est devenu la news. J'écoutais la radio ce matin, c'était le premier titre aux infos. Pour regarder les marchés, on a vu maintenant avec LinkedIn et tout ça que ça prend énormément d'ampleur. Et je pense qu'il faut savoir garder son calme. Ça reste de l'information qui est traitée par un pays sur lequel on peut douter de la véracité des propos. Et on voit qu'aujourd'hui, le marché s'est un peu calmé en disant, quoi qu'il arrive, même si tout ce qu'ils disent est vrai, ça montre l'intérêt de l'intelligence artificielle et ça montre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il ne faut pas tout mettre dans Nvidia, il ne faut pas mettre tout dans DeepSeek et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder tous ceux qui vont profiter et tous ceux qui vont participer à l'intelligence artificielle, ceux qui construisent les semi-conducteurs, ceux qui les pensent et également, si je prends un autre exemple, tout ce qui est lié à la sécurité. C'est bien beau d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut savoir sécuriser cette intelligence artificielle. Ça passe notamment par les sociétés de cybersécurité qui vont vérifier que toutes ces données qui sont partagées soient bien sécurisées. Donc voilà, je dirais le secteur de la tech et le secteur de la santé. Nous, sur le secteur de la tech, on partage complètement la conviction de Natixis. On nous pose toujours la question de savoir s'il y a une bulle, si on a des similarités avec 2000 et forcément dès qu'il y a une grande correction comme hier, la question revient de plus belle. La situation, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on a des entreprises technologiques qui connaissent des envolées. Enfin, en 2000, les entreprises de tech, elles montaient dans l'espoir d'avoir un jour des bénéfices futurs. Avec l'intelligence artificielle, c'est différent parce que ces entreprises, elles génèrent des bénéfices dès maintenant. Et donc, la hausse des cours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur les 7 magnifiques, la hausse des cours, elle s'accompagne d'une forte croissance des bénéfices. Cependant, il faut être diversifié et, comme l'a dit Vladimir, aller tout au long de la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, elle est aux États-Unis, mais elle est également dans d'autres pays comme Taïwan. Taïwan est clé dans toute la production des puces liées à l'intelligence artificielle. On a beaucoup de sous-traitants qui sont aujourd'hui sous le radar et qui pourtant sont clés dans le processus et donc qui sont extrêmement intéressants pour investir dedans au-delà des grands noms qu'on connaît des 7 magnifiques. Et on parlait d'une deuxième conviction et celle-là, c'est celle de la santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Trump, on a vu dans le comportement boursier une forte différence entre les potentiels futurs gagnants de Trump et les potentiels futurs perdants de Trump. Et dans les potentiels futurs perdants, il y avait le secteur de la santé, notamment avec la nomination de son ministre de la Santé, Kennedy, qui est vu comme contre les vaccins, contre les grands groupes pharmaceutiques, et donc qui a entraîné une très forte correction du marché de la santé. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur de la santé, c'est quand même beaucoup d'entreprises avec des profils très, très hétérogènes, mais elles ont toutes en commun le fait qu'elles génèrent des bénéfices de manière en général stable au fil du temps, et elles sont portées par des fortes tendances de long terme, comme l'innovation, le vieillissement de la population, ou encore des choses comme l'augmentation des maladies chroniques. Mais encore une fois, l'important, c'est d'être diversifié et sélectif. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va investir dans la santé aux 2 extrémités du spectre. D'un côté, on va investir dans des entreprises qui sont à forte croissance, portées par l'innovation. Et là, on peut nommer typiquement les très connus comme Novo Nordisk et Eli Lilly qui ont beaucoup fait parler d'elles au cours des 2 dernières années pour le traitement contre l'obésité. Mais on investit également dans la santé dans des modèles d'entreprise avec des plus faibles croissances, mais de la forte visibilité parce qu'elles ont un rôle clé au sein de la chaîne de valeur extrêmement complexe de la santé. Et là, on va plutôt aller vers des distributeurs de médicaments ou des assurances santé aux États-Unis. Ça croît de manière plus faible, mais c'est des volumes qui sont importants et une stabilité des marges qui sont très, très intéressantes dans une construction de portefeuille global. Très intéressant, Axel. Est-ce que tu veux bien poursuivre? Parce qu'effectivement, au niveau des zones géographiques, on a balayé les US, on a balayé l'Europe. Est-ce que en complément, tu peux nous apporter un éclairage rapide, hein, bien sûr, sur les émergents?
Oui, c'est très important aussi. Alors, c'est un univers qui est très hétérogène. Si on commence par le mastodonte qu'est la Chine, avec la crise du Covid, la croissance chinoise a clairement décroché. Ils ont subi de plein fouet une crise immobilière. Ils ont, subi leur modèle économique qui est basé exclusivement sur l'investissement. Ils avaient des problèmes de dette, sur les gouvernements locaux. Donc voilà, une croissance qui a décroché. Le gouvernement chinois a fini par agir. Depuis septembre, ils ont fait plusieurs stimulus, que ce soit monétaires ou budgétaires, qui ont permis d'atteindre un point bas sur la croissance économique chinoise. Mais aujourd'hui, on a quand même, encore une frilosité de la part des autorités chinoises de faire un stimulus massif pour soutenir le consommateur. Leur priorité reste l'innovation technologique pour répondre aux géants américains et DeepSeek, hier, en a été encore une fois la preuve. Donc pour avoir un vrai décollage de la croissance en Chine, il va falloir avoir un stimulus massif de la part des autorités. On aura peut-être des nouvelles d'ici mars, ils se réunissent en mars, donc on va vraiment guetter des initiatives de la part du gouvernement chinois pour soutenir ce consommateur chinois qui est à la peine depuis maintenant 3-4 ans. Donc boursièrement, comment ça se traduit? Ça se traduit par un marché qui reste très volatile, avec beaucoup d'entreprises d'État, donc on n'achète pas du tout des indices sur la Chine, on va être vraiment sélectif sur des valeurs qui ont des bilans extrêmement sains, qui ne sont pas du tout étatiques, voilà, on va faire au cas par cas. Mais en dehors de la Chine, il y a plein d'autres pays qui sont intéressants. Il y a le cas de l'Inde. Alors l'Inde a fait des très belles années boursières dernièrement et cette année, c'est une des pires performances des marchés émergents. Pourquoi? Parce que si c'est un pays qui garde des fondamentaux extrêmement solides et une histoire de moyen terme qui est très très belle, l'Inde fait face à un ralentissement de sa croissance cette année et à un marché action avec des valorisations élevées. Donc là encore, mais on adore la croissance à moyen terme, mais on va être beaucoup plus sélectif à court terme sur le marché indien. Alors où est-ce qu'il pourrait y avoir des opportunités? On en parlait sur la tech. Taïwan, la Corée offre des valeurs extrêmement intéressantes, clés dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, mais qui sont sous le radar par rapport à leurs partenaires américains. Et donc là, on a des choses intéressantes. Et on a aussi des choses intéressantes en Amérique latine. Alors cette fois-ci, un peu moins du côté boursier, mais du côté obligataire. On peut trouver dans des pays comme le Brésil, comme le Mexique, qui ont été vraiment punis par les investisseurs l'année dernière, des rendements extrêmement intéressants sur le point de vue obligataire. Donc ça sert d'avoir cette vision globale du monde et non pas regarder que les États-Unis ou que l'Europe. Merci pour toutes ces explications. On poursuit avec Quentin sur l'immobilier. Effectivement, selon toi, Quentin, et selon Mata, que peut-on envisager pour le secteur immobilier en 2025? Oui, merci Maxime. Bah, écoute, nous, on est intimement convaincus que sur ce secteur immobilier, on est à un moment de marché qui est particulièrement opportun, qui est un moment de marché vraiment idéal pour investir, pour plusieurs raisons. Alors, on l'a vu dans l'introduction, hein, on sort d'une crise immobilière avec des décotes extrêmement importantes. Donc ça, c'est peut-être le premier point, c'est qu'on a aujourd'hui un écosystème qui nous permet de rentrer dans des conditions de marché extrêmement favorables. C'est des conditions qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans, avec des prix, je vous montrerai certains actifs, mais des prix au mètre carré qui sont, encore une fois, particulièrement attractifs. On a un écosystème de vendeurs contraints. Et ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est que cette chute brutale des prix, elle a mis dos au mur un certain nombre d'acteurs. Et c'est pour nous, acteurs avec des liquidités, un terrain de jeu qui est extrêmement favorable. Le deuxième point intéressant, c'est qu'on a, lorsqu'on est extrêmement sélectif, des niveaux de rentabilité sur les actifs qui vont être très élevés. En fait, on le voit sur le graphique, c'est pour ça que c'est intéressant, l'évolution des loyers, les petits points noirs. C'est la première fois lors d'une crise immobilière qu'on a un niveau de loyer sur ces actifs prime qui reste aussi élevé, voire qui continue d'augmenter grâce à l'indexion de l'inflation sur ces loyers. Donc, quand on achète un actif aujourd'hui, on va l'acheter à un prix beaucoup moins élevé qu'il y a 2 ans, avec des niveaux de loyer qui vont être les mêmes, voire qui ont augmenté. Donc, on a des niveaux de rentabilité qui vont être extrêmement importants. Donc, pour nous, c'est vraiment aujourd'hui une phase très intéressante parce qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle immobilier et on le voit bien d'ailleurs sur cette slide-là. Vous avez
une crise immobilière, puis un cycle haussier, à chaque fois de 8, 10, 12 ans en fonction des cycles, puis à nouveau une crise immobilière qui ramène à un cycle haussier. Donc, on est à nos yeux vraiment à l'émergence de ce nouveau cycle. Pour plusieurs raisons. Chez Mata Capital, on n'a pas une boule de cristal et on ne fait pas ces prédictions au doigt mouillé, mais on a eu les campagnes d'expertise du 31 décembre qui ont amené à des valorisations très similaires à celles du 30 juin. Donc, on voit une vraie stabilité depuis mi-2024 et donc un point bas au niveau des valorisations qui serait atteint. On a le cycle baissier des taux directeurs qui a été engagé, qui a été confirmé. C'est un point important, on l'a compris, cette baisse, elle est intimement liée à l'évolution très rapide qu'on a eue de ces taux directeurs. Dès qu'ils commencent à baisser, pour nous, c'est évidemment une prime de risque qui se reconstitue et donc de l'argent qui revient sur le marché avec des prix qui repartent à la hausse. On a le marché immobilier coté aussi qui a repris des couleurs. Ça, pour nous, c'est un bon indicateur parce que c'est un marché qui réagit toujours en amont du marché immobilier non coté. Et puis, on a globalement des grands acteurs, des grands institutionnels qui reviennent sur ce marché-là. Alors, plutôt des institutionnels européens et internationaux. Les Français sont un peu plus lents, mais on voit des Blackstone, des KKR, UBS qui réannoncent leur volonté de revenir sur ce marché immobilier. Et quand ces acteurs-là, qui sont des acteurs véritablement contraignants, reviennent sur le marché, c'est qu'on est arrivé sur un point bas et ils reviennent avec du flux, ils créent aussi des tendances. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment 2025, une année de transition vers 2026 qui va être une année de pleine reprise et le début d'un nouveau cycle immobilier particulièrement intéressant pour tous les fonds qui investissent aujourd'hui et qui embarquent de la valeur dans le temps. Chez Mata Capital, comment on l'aborde ce moment de marché? D'abord, on l'aborde par un prisme stratégique. On se focalise sur des stratégies à forte création de valeur. Ça, c'est vraiment un point essentiel, les stratégies Core Plus Value Add. Alors, qu'est-ce que c'est? La stratégie Core Plus, en fait, c'est une stratégie patrimoniale à long terme. On va acheter des actifs qui sont loués avec un horizon de placement à 10 ans, mais l'objectif à chaque fois qu'on achète, c'est d'identifier des leviers de création de valeur. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une approche très dynamique sur la manière dont on va acheter l'actif et sur la manière dont on va gérer cet actif au niveau de l'asset management, donc au niveau de la gestion du locataire, pour aller optimiser la situation locative, optimiser son rendement et donc sa valorisation. Et donc, c'est ce qui nous a permis, typiquement sur la SCP Osmo Énergie, d'avoir un taux de distribution en 2024 de 9,33. Ça a été ces conditions de marché et vous allez le voir, cette stratégie qu'on met en place. La stratégie Value Add, elle, c'est une stratégie de création de valeur à court terme. Donc là, l'idée, c'est vraiment aller se positionner auprès de vendeurs contraints qui sont obligés de vendre, et on en a de plus en plus, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir acter le meilleur prix d'achat et ensuite repositionner un actif dans son marché et créer le maximum de valeur justement par ce repositionnement sur du plus court terme. Donc ça, c'est la première chose et c'est vraiment essentiel de comprendre ça, de comprendre cette expertise qu'on a chez Mata Capital depuis maintenant 10 ans parce qu'on était dans un marché immobilier où la plupart des acteurs créent de la performance par un prisme financier. Vous regardez les SCPI qui ont connu des déboires récemment, la plupart étaient endettés à 35-40%. Comme on avait une facilité d'accès au crédit, qu'on pouvait s'endetter à des taux très bas, voire des taux nuls, vous aviez une partie de la performance des acteurs immobiliers qui était en fait une performance financière. On rentre maintenant dans une nouvelle phase de marché à nos yeux de 10 ans où vous allez avoir très probablement des conditions de financement qui vont être très différentes de ce qu'on a pu connaître lors de ces 10-12 dernières années. Et donc, si on veut créer de la performance, de la surperformance par rapport au marché, ça passe par cet asset management dynamique, par cette expertise pour aller acheter et gérer les biens. Donc, c'est en ça que cette approche stratégique, elle est particulièrement importante. Le deuxième point, ça va être une approche typologique. C'est réussir à cibler les classes d'actifs qui vont être les plus pertinentes. Alors nous, on ne se fixe aucune limite, on est encore une fois extrêmement opportuniste dans le bon sens du terme. Vous avez 4 classes d'actifs qu'on apprécie particulièrement. Le résidentiel, parce que c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui fait face à une demande qui est toujours aussi soutenue. C'est une classe d'actifs sur laquelle il y a
un manque d'offres qui est certain, et c'est une classe d'actifs sur lequel nous, on a en face de nous, encore une fois, un écosystème de vendeurs contraints qui est assez important, avec les promoteurs qui sont, pour certains, en train de devoir vendre leurs actifs en bloc, et la possibilité pour nous donc de se repositionner sur ces programmes-là. Le bureau, classe d'actifs très intéressante, le marché s'en détourne complètement parce qu'on parle du bureau souvent de manière très générique. Donc, il y a toute une partie du marché bureau qui est sinistrée, grande surface, première, deuxième couronne. C'est un marché qui ne se remettra pas avant 4-5 ans. C'est même un marché où vous verrez à nos yeux des friches, comme on a pu connaître des friches industrielles dans les années 70, parce que c'est aujourd'hui un marché sur lequel il n'y a plus de transactions et plus de locataires. En revanche, ce bureau, ce marché-là, quand on va sur des petits actifs très centraux, il y a une situation locative qui est extrêmement tendue, puisque les acteurs, justement, se centralisent. On a des acteurs qui veulent des surfaces plus petites, plus centrales, mieux desservies, rénovées, avec des espaces extérieurs, avec du service. Et donc, quand on va sur ces actifs-là, vous avez une situation locative qui est très tendue. Typiquement, dans Paris Intramuros, on est plutôt dans une situation de sous-offre que l'inverse. Donc, quand on va sur ces petits volumes très centraux, il y a de belles choses à faire. Sur la logistique et le retail park, les zones commerciales, très intéressant. Il y a la loi zéro artificialisation nette. Quand vous êtes proche des grandes agglomérations avec le développement du e-commerce, là aussi, il y a une tension locative qui est importante. Vous ne pouvez pas avoir de nouvelles zones qui se construisent, peu de concurrence. Donc, vous avez des situations d'actifs extrêmement résilients que l'on regarde. Et sur l'hôtellerie, on aime bien travailler mur-fond. L'hôtellerie, ça peut être intéressant pour rebondir sur le bureau, avec justement des actifs bureaux qu'on va pouvoir transformer en hôtel. Classe d'actifs, nous, qu'on connaît particulièrement bien, l'hôtellerie, et encore une fois, classe d'actifs qu'on travaille en achetant les sociétés d'exploitation et les murs, puisque c'est des classes d'actifs où les deux sont intimement reliés. La manière dont vous allez exploiter l'hôtel va beaucoup jouer sur la valorisation de l'hôtel. Voilà, et pour finir, je voulais juste imager ça avec 2 acquisitions, mais je pense que ça parle toujours beaucoup plus. C'est une acquisition qu'on a faite à travers, c'est notre SCPI Osmo Energy, une plateforme logistique qu'on a achetée à Drachten aux Pays-Bas. Là, typiquement, il y a plusieurs leviers de création de valeur pour nous. On a un locataire qui a une activité qui est florissante. Il cherche à s'agrandir dans les années à venir. On achète cette plateforme logistique qui est sur un foncier 2 fois plus grand. Et donc, nous, on a la possibilité d'aller agrandir la surface effective de l'actif pour faire un actif qui va répondre exactement aux besoins du locataire. Ça, c'est un prisme, par exemple, pour nous, de création de valeur qui est extrêmement intéressant. Le deuxième prisme sur cet actif-là, c'est que vous avez un toit avec 1700 panneaux photovoltaïques. Depuis peu, les SCPI peuvent vendre la production, justement, d'énergie renouvelable comme celle-ci. Et donc, c'est des actions qu'on peut mettre en place sur le parc immobilier pour aller améliorer le rendement. Sur la partie, donc ça, c'est sur une partie un peu plus patrimoniale. Sur une partie value-add, on a fait une opération qui illustre parfaitement ce que l'on veut faire et puis la situation de marché que je vous ai décrite. C'est un actif qu'on a acheté en octobre dernier, un actif qui est situé au 31 bis rue Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris. Donc vraiment plein cœur de Paris, en lisière du 2e arrondissement. Petit actif bureau de 2000 m², un actif qui était détenu par 2 SCPI, une gérée par Primonial, l'autre par BNP. Donc 2 acteurs qui ont fait face à des difficultés de liquidité assez importantes ces 18 derniers mois. Et un actif qui était mal travaillé par ces acteurs-là parce qu'un petit volume qui était peu stratégique pour eux. Il faut bien comprendre qu'un Primonial, il y a 2 ans, un asset manager gérait 50 à 60 actifs et donc se focaliser mécaniquement sur des très gros volumes qui allaient être beaucoup plus stratégiques pour lui. Et donc, il se trouve que cet immeuble-là, il était vide depuis 2 ans. Nous, on l'achète à 8 000 € le m². On fait un plan de rénovation sur un peu plus de 2 ans de 3 500 € par m². On rénove donc les parties intérieures, qu'on modernise. Ces parties intérieures, en fait, on les retravaille pour qu'elles soient beaucoup plus flexibles. Aujourd'hui, les locataires, ils ont besoin de cette flexibilité pour leurs salariés. On va créer des espaces extérieurs. Là, vous avez une vue 3D du rooftop qui va être créé. Et puis, on apporte du service avec des espaces de restauration, salles de sport, des douches et ainsi de suite. Et on va sortir, en fait, à horizon 3 ans avec un actif qui nous aura coûté 11 500 € le m²,
complètement repositionné dans son marché avec une demande locative forte et un actif qui se revend plutôt entre 18 et 20 000 euros le mètre. Voilà, donc ça, c'est exactement ce qu'on veut faire sur les stratégies à plus forte création de valeur. Vendeur contraint, on achète l'actif à un très bon prix, on le repositionne dans son marché et on revend à horizon 3-4 ans. Excellent. Merci Quentin pour tous ces éléments et ce partage de conviction. Et une dernière question qui nous a été posée là par un participant sur effectivement les risques liés à l'investissement dans l'intelligence artificielle. Y a-t-il un risque de déception sur les gains promis et par ricochet de crack sur ces valeurs IA? Je ne sais pas si Vladimir ou Axel, vous voulez juste apporter un éclairage par rapport à ce secteur d'activité qui a été présenté tout à l'heure. Ouais, je pense que tout l'enjeu de cette intelligence artificielle, c'est comment on va monétiser ça. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces forces de calcul, etc., mais comment on va le monétiser? Nous, la stratégie qu'on a plutôt fait, c'est comme à l'époque des chercheurs d'or, hein. Vous avez ceux qui cherchent et puis vous avez les pioches pour chercher. Nous, la manière de ne pas prendre de risques et de participer à ça, c'est d'investir dans ceux qui construisent les pioches. Parce que quoi qu'il arrive, on aura besoin de prendre des pioches. Et puis ensuite, il y en a qui vont très bien réussir, il y en a d'autres qui vont totalement passer à côté. Je pense qu'on a tous autour de nous des contacts qui disent « Ah oui, moi j'ai rajouté l'intelligence artificielle, ça change tout ». La vérité, c'est que ça n'a pas changé pour tout le monde. Mais dans toutes les révolutions, j'en parlais tout à l'heure, les téléphones portables, les logiciels, etc., souvent on surestime le nombre de gagnants. On pense qu'il y a plein de gagnants qui vont sortir et on sous-estime les impacts. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est pareil, on est en train de surestimer le nombre de gagnants. Si vous regardez à la fin, les moteurs de recherche qui étaient une révolution, la révolution Internet, il en reste pratiquement qu'un, c'est Google. Si vous regardez les téléphones portables, il y en a deux, c'est Android et Apple. Si vous regardez les logiciels, il y a Microsoft. Et aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'il y a un gagnant qui va se dessiner, potentiellement Nvidia, et qu'ensuite, lui, il va faire le tri un peu, il va sûrement racheter les concurrents, accélérer par rapport aux autres. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas surestimer le nombre de gagnants, pas se dire que c'est comme à l'époque des dot-com, je rajoute dot-com à la fin et je suis devenu un génie. Et donc ça, c'est tout le travail de la gestion d'actifs vs les ETF, c'est de faire ce tri-là dans ce chantier-là et trouver des acteurs qui ont vraiment des barrières à l'entrée importantes et qui vont vraiment devenir des leaders demain de l'intelligence artificielle. Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de perdants. Merci Vladimir pour cette réponse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une fois de plus, on a eu l'occasion d'avoir un très très bel éclairage sur les marchés actions, les marchés obligataires, le marché immobilier, sur les différentes zones géographiques. Donc j'espère que ça a été pour vous participants très instructif et intéressant justement par rapport à vos réflexions à venir sur les investissements en 2025. Sachez que chez Grisby, on est là pour vous accompagner, pour être à vos côtés, pour vous proposer des solutions de qualité adaptées comme celles proposées par Carmignac, Natixis et Mata Capital notamment. Donc on le fera avec joie et n'hésitez pas à le partager à des personnes de votre entourage qui pourraient être également intéressées. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà, on est à vos côtés plus que jamais. À bientôt.